Personne ne savait vraiment comment gérer la fille de la milliardaire, jusqu'à ce qu'un concierge noir et célibataire accomplisse l'impossible. Et cette découverte allait coûter très cher à ceux qui avaient osé le sous-estimer. Êtes-vous certaine de vouloir laisser cet homme seul avec votre fille ? Lança Victoria Hammond. Sa question résonna dans le bureau de la direction, chargé d'un venin soigneusement dissimulé sous une apparente inquiétude maternelle, cette attitude que seules les familles de la haute société maîtrisent à la perfection. Diana Westbrook, PDG de Westbrook Industries et l'une des femmes les plus influentes du pays, hésita un instant. Devant elle, Marcus Thompson se tenait immobile, le chiffon de nettoyage encore en main, tandis qu'il observait la fillette de 6 ans recroquevillée derrière le bureau en acajou massif. La petite Sophia avait fait fuir 17 nounous en 6 mois. Même des thérapeutes réputés avaient abandonné après une seule séance. Diana, elle-même, ne pouvait presque plus approcher sa propre fille sans déclencher des crises de panique interminables. « Maman, avec tout le respect que je te dois, répondit-elle d'une voix glaciale, 12 000 $ par semaine en spécialiste n'ont même pas suffi à obtenir un simple regard de ma fille. Si Marcus parvient à obtenir 5 minutes de calme, ce sera déjà un miracle. » Victoria remonta ses lunettes sur le bout de son nez et examina Marcus comme une curiosité exposée dans un musée. « Chérie, crois-tu vraiment qu'un concierge puisse résoudre ce que des médecins diplômés de Harvard n'ont pas su comprendre ?» Marcus, 34 ans, cumulait 3 emplois pour s'occuper de sa mère diabétique et payer son minuscule appartement dans le Queens. Personne, dans cet immeuble luxueux de Manhattan, ne savait qu'il passait ses nuits à étudier la psychologie de l'enfant en ligne, ni qu'il gardait en permanence un petit livre d'histoire dans la poche de son uniforme. « Madame Victoria, dit-il alors pour la première fois, sa voix calme coupant court aux tensions. Parfois, les enfants ont seulement besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de s'asseoir par terre avec eux. » Un silence pesant suivit, puis un son inattendu. Sophia avait arrêté de pleurer. Diana regarda Marcus avec une expression qu'il ne sut déchiffrer. Était-ce de la gratitude ? De la surprise ? Ou quelque chose d'encore plus inattendu, de l'espoir ? « Une chance, murmura Diana. Une seule. » Victoria poussa un soupir dramatique en attrapant son sac Hermès. « Très bien. Mais quand tout s'effondrera, ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Certaines personnes ne comprennent pas toujours l'ampleur de certaines responsabilités. » Tandis que Victoria s'éloignait en martelant le sol de ses talons hors de prix, Marcus s'agenouilla lentement près de la table. Il sortit de sa poche un objet qui fit relever la tête de Sophia pour la première fois depuis des semaines. À cet instant précis, ni Diana ni Victoria ne se doutaient qu'elles assistaient au début de quelque chose qui allait bouleverser leur existence. Car Marcus Thompson cachait des secrets que des femmes comme Victoria n'auraient jamais pu imaginer. Des secrets capables de transformer leur condescendance en désespoir absolu. Marcus avait sorti un petit livre d'histoire pour enfants, usé et annoté dans les marges. Sophia le fixait, les yeux encore rougis, mais traversés d'une lueur nouvelle, de la curiosité. « C'est l'histoire d'un garçon qui a perdu son père », expliqua doucement Marcus en s'asseyant sur le sol de marbre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais il a découvert que son père restait près de lui, d'une manière très spéciale. Diana observait la scène, stupéfaite. Personne auparavant n'avait réussi à attirer l'attention de sa fille. Les jours suivants, Victoria Hammond redoubla d'efforts pour convaincre Diana qu'elle commettait une erreur grave. « Diana, ma chérie, vas-tu vraiment confier Sophia à un simple employé ?» demanda-t-elle lors d'un déjeuner dans le club privé le plus sélect de Manhattan, en murmurant le mot employé comme s'il s'agissait d'une maladie. « Pense à ta réputation. Pense à ce que diront les autres mères. » Autour d'elle, les femmes de la haute société chuchotaient entre 2 bouchées de salade bio hors de prix. Diana connaissait bien ces regards. Les mêmes qui avaient remis en doute sa capacité à reprendre l'entreprise familiale après la mort de son père, 5 ans plus tôt. « Marcus obtient des résultats », répliqua-t-elle fermement. « Des résultats ?» Victoria éclata d'un rire sec, attirant l'attention de plusieurs tables. « Chérie, tu confonds charité et compétence. Cet homme profite de ta fragilité. Combien comme lui ont tenté d'intégrer des familles comme la nôtre ?» Ce que Victoria ignorait, c'est qu'au même moment, Marcus se trouvait dans l'appartement des Westbrook, non seulement pour veiller sur Sophia, mais aussi pour analyser la dynamique familiale avec la précision de quelqu'un qui maîtrisait parfaitement les traumatismes de l'enfance. Pendant que Sophia dessinait, Marcus prenait discrètement des notes dans un carnet. Symptômes évocateurs d'un stress post-traumatique complexe. Évitement social sélectif. Réponse positive au récit de résilience. Besoin d'une approche thérapeutique non conventionnelle. Car Marcus n'était pas seulement un concierge autodidacte. À 28 ans, il avait été l'un des jeunes thérapeutes pour enfants les plus prometteurs de Boston, diplômé de Harvard, spécialiste des traumatismes familiaux. Jusqu'au jour où une famille influente,
refusant de payer ses honoraires, l'accusa faussement de faute professionnelle. Il avait tout perdu, carrière, logement, fiancé. 6 ans plus tard, il reconstruisait sa vie dans l'ombre, acceptant des emplois jugés indignes par l'élite, étudiant sans relâche pour retourner un jour vers ce qu'il aimait le plus, aider les enfants brisés à se réparer. « Pourquoi tu n'as pas peur de moi ?» demanda soudain Sophia, tirant Marcus de ses pensées. Il referma son carnet et sourit. « Parce que moi aussi, j'ai déjà été brisé. Et quand on sait ce que ça fait, on reconnaît ceux qui le sont aussi. Mais être brisé ne veut pas dire être cassé, Sophia. Cela signifie seulement que tu as survécu à quelque chose de très difficile. » Ce soir-là, Victoria appela Diana à 3 reprises. « J'ai découvert certaines choses au sujet de votre employé, dit-elle d'une voix dégoulinante de poison. Il a été renvoyé de son ancien poste à Boston. Les accusations étaient graves. Tu veux vraiment mettre en péril la sécurité de Sophia ?» Diana sentit son estomac se nouer. Quel genre d'accusation? Le genre d'accusation auquel des hommes comme lui sont souvent confrontés lorsqu'ils s'approchent de familles comme la nôtre. Je t'avais prévenu, Diana. Les gens de leur milieu ont toujours des arrière-pensées. Ce que Victoria avait découvert ne représentait pourtant que la moitié de la vérité. Et Marcus Thompson allait bientôt prouver que juger quelqu'un à travers le prisme de préjugés raciaux et sociaux n'était pas seulement injuste, mais pouvait aussi coûter très cher à ceux qui commettaient cette erreur. Chaque humiliation, chaque murmure, chaque regard rempli de mépris était soigneusement noté par un homme qui avait appris, à ses dépens, que la meilleure défense est parfois une démonstration précise, froide et irréfutable de la vérité. Tandis que l'élite de Manhattan préparait subtilement son exclusion, Marcus construisait quelque chose de bien plus puissant, la preuve incontestable de son intégrité et de sa compétence. Et lorsque viendrait le moment, des femmes comme Victoria comprendraient qu'il existe un prix terrible à payer lorsqu'on tente de détruire un homme qui a déjà tout perdu, sauf sa dignité. 3 semaines plus tard, Victoria avait transformé sa croisade contre Marcus en une véritable campagne de démolition. Elle avait passé des coups de fil aux bonnes personnes. Membres du conseil d'administration de Westbrook Industries, familles influentes, et même quelques contacts dans les cercles médiatiques les plus sélects. Ce n'est absolument pas approprié, soufflait-elle pendant ses déjeuners au Metropolitan Club. Une femme du statut de Diana, qui laisse un employé d'entretien avoir un accès permanent à sa fille. Imaginez si un incident se produisait. Sa stratégie, subtile mais redoutable, se répandit rapidement. Des commentaires voilés sur la responsabilité parentale, des insinuations sur d'éventuels risques. Tout cela circulait désormais discrètement dans les salons huppés de Manhattan. Diana commença à recevoir des appels préoccupés d'investisseurs, de membres du conseil et même d'autres mères de l'école privée de Sophia. Pendant ce temps, Marcus poursuivait son travail auprès de la fillette, parfaitement conscient de la tempête qui se formait autour de lui. Chaque matin, il retrouvait Sophia un peu plus sereine, un peu plus souriante. « Marcus, dit-elle un jour en lui tendant un dessin, je t'ai fait ici, avec moi et maman. Est-ce qu'on est une famille maintenant ?» Le cœur de Marcus se serra. Une famille, ce sont ceux qui choisissent de rester près de toi, même quand tout devient difficile, répondit-il. Et il savait que les choses allaient se compliquer. Ce que ni Victoria ni Diana ne soupçonnaient, c'est que Marcus avait commencé à rassembler méthodiquement chaque preuve, chaque commentaire douteux, chaque tentative de sabotage. Son petit appartement du Queens s'était transformé en un centre d'opération discret où il organisait les documents avec la rigueur d'un juriste. Dans un dossier bleu, il conservait les messages de Diana confirmant les progrès de Sophia. Dans un autre, les enregistrements audio, obtenus légalement avec l'accord de Diana, des séances improvisées qu'il menait avec l'enfant. Et dans un troisième, le plus décisif, se trouvait l'intégralité de son dossier professionnel de Boston, incluant les circonstances exactes de son départ. Marcus n'avait pas été renvoyé pour mauvaise conduite. Il avait été pris pour cible par la famille Wellington après avoir refusé de falsifier un rapport psychologique destiné à blanchir leur fils, accusé d'avoir agressé leur nourrice. Lorsqu'il avait maintenu son évaluation professionnelle, les Wellington avaient utilisé leur influence pour ruiner sa réputation en inventant de toutes pièces des accusations infamantes. Mais Marcus avait tout conservé. Chaque courriel, chaque document, chaque enregistrement démontrant non seulement son innocence, mais aussi la machination montée contre lui. Pendant 6 ans, il avait attendu l'occasion de dévoiler la vérité. Et en voyant Victoria reproduire exactement le même schéma de manipulation, il comprit que le moment était enfin venu. Ce soir-là, il décrocha son téléphone. « Docteur Martinez, dit-il à son ancienne collègue de Harvard, j'aurais besoin d'un service. » Le docteur Carmen Martinez, neuropsychologue pour enfants à l'hôpital de Boston, avait été l'une des rares personnes à le soutenir durant l'affaire Wellington. « Marcus. Bien sûr, tout ce que tu veux. Comment vas-tu »
Je travaille avec une enfant traumatisée à New York. J'aurais besoin d'un second avis professionnel, et peut-être d'un témoignage d'experte sur mes méthodes. Carmen rit doucement. Tu utilises toujours cette approche atypique qui rendait nos professeurs dingues? Envoie-moi les dossiers, je regarderai tout ça. Pendant que Victoria intensifiait ses attaques et colportait des rumeurs de plus en plus venimeuses sur les intentions de Marcus, celui-ci continuait son travail, silencieux et minutieux. Chaque progrès de Sophia était enregistré, daté, analysé. Un après-midi, Diana céda à la pression. « Marcus, dit-elle, la voix serrée, je dois te poser une question. Victoria m'a montré certains articles sur toi, de Boston. » Marcus hocha la tête sans agitation. « Je sais exactement de quels articles il s'agit, Madame Diana. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer la vérité complète. Tous les documents qui prouvent que j'ai été pris pour cible parce que je refusais de couvrir un agresseur. Les enregistrements qui montrent comment une famille riche a tenté de détruire ma carrière lorsqu'elle n'a pas réussi à m'acheter. » Marcus marqua une pause. « Et j'ai aussi réuni les preuves que l'on tente encore une fois de m'accuser pour les mêmes raisons. Simplement parce que certaines personnes refusent d'admettre qu'un homme comme moi puisse être compétent. » Diana resta silencieuse de longues secondes. « Vous avez tout enregistré? Madame Diana, quand on est un homme noir travaillant pour des familles puissantes, on apprend très vite à se protéger. Chaque discussion, chaque progrès avec Sophia, chaque tentative de me discréditer, tout est noté. » Ce soir-là, Victoria appela Diana une nouvelle fois. « Ma chérie, j'espère que tu comprends que j'essaie seulement d'assurer ta sécurité et celle de Sophia. Cet homme est manifestement dangereux. » « Victoria, répondit Diana d'une voix plus froide que l'hiver new-yorkais, que dirais-tu d'organiser un dîner? Toi, moi, et quelques autres personnes. Je suis certaine que tout le monde sera ravi d'entendre tes inquiétudes au sujet de Marcus. » À l'autre bout du fil, Victoria sourit, persuadée d'avoir enfin convaincu Diana. « Parfait, ma chérie. J'inviterai quelques amis également préoccupés. » Ce qu'elle ignorait, c'est que Marcus avait passé 3 semaines à préparer sa défense avec une précision chirurgicale. Réunir des preuves, mobiliser des soutiens, organiser des documents qui non seulement laveraient son nom, mais exposeraient aussi la véritable nature des attaques dont il était victime. Car lorsqu'on est constamment sous-estimé par des personnes persuadées que privilège équivaut à supériorité, la meilleure stratégie consiste parfois à les laisser creuser leur propre tombe sociale, tout en enregistrant chaque pelletée. Et Marcus Thompson allait démontrer que la différence entre un homme brisé et un homme préparé peut mener à la destruction totale de ceux qui l'ont méprisé. Le dîner eut lieu dans le penthouse de Diana, avec une vue à couper le souffle sur Central Park. Victoria arriva rayonnante, accompagnée de 3 figures emblématiques de l'élite. Margaret Thornfield, héritière d'un empire bancaire. Susan Blackwood, épouse d'un sénateur influent. Et Patricia Vanderbilt, descendante d'une dynastie pétrolière. « Ma chère Diana, » dit Victoria en saluant l'air près de sa joue, « j'espère que tu réalises enfin dans quel piège tu es tombée. » Les 4 femmes prirent place, leur verre de vin français à $1000 étincelant sous la lumière du lustre. Toutes pensaient que Diana admettrait avoir commis une faute en faisant confiance à Marcus. « En réalité, » déclara Diana avec un léger sourire, « je voudrais vous présenter quelqu'un. » La porte s'ouvrit. Marcus entra, mais sans son uniforme de concierge. Il portait un costume élégant, tenait une mallette en cuir, et son attitude n'avait plus rien à voir avec celle du simple employé que toutes croyaient connaître. Il avait l'assurance calme d'un professionnel accompli. Victoria manqua de s'étouffer avec son vin. « Diana, qu'est-ce que cela signifie ?» Marcus s'avança, posé, sûr de lui. « Mesdames, dit-il avec courtoisie, permettez-moi de me présenter correctement. Dr Marcus Thompson, titulaire d'un doctorat en psychologie infantile de la Harvard Medical School, spécialisé en traumatologie et en développement cognitif au Massachusetts General Hospital. » Un silence écrasant tomba sur la pièce. Patricia murmura un impossible presque inaudible. Marcus ouvrit sa mallette et sortit des dossiers. Au cours des dernières semaines, j'ai consigné chaque commentaire, chaque tentative de me nuire, chaque manifestation de préjugés racial dont j'ai été la cible. Il distribua un dossier identique à chacune des femmes. Tout se trouve ici, enregistrements audio, captures d'écran de messages, déclarations de témoins. Victoria ouvrit son dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, les transcriptions complètes de ses conversations avec Diana. Les captures d'écran de ses messages dans le groupe WhatsApp, Ladies of Manhattan. Ainsi que des photos d'elle murmurant à l'oreille d'amis lors d'événements mondains. « Vous nous avez enregistré ?» balbutia Margaret. « Uniquement dans des lieux publics, lorsque vous parliez de moi, » répondit Marcus avec calme. « Tout est parfaitement légal. Et ce n'est que le début. » Diana se leva. « Marcus,
Parle-leur de Boston. Avec plaisir. Il projeta une présentation sur le mur. En 2018, j'ai été le plus jeune thérapeute pour enfants récompensé par le prix d'excellence en traumatologie pédiatrique de Harvard. Je travaillais avec les familles les plus influentes de Boston, dont les Wellington, que vous connaissez sûrement. Victoria pâlit. Les Wellington étaient presque une royauté dans l'aristocratie américaine. Lorsque j'ai refusé de falsifier un rapport psychologique afin de couvrir leur fils, accusé d'agression envers leur nourrice, ils ont orchestré une campagne pour détruire ma carrière. Exactement comme vous l'avez fait ici. L'écran affichait des documents judiciaires, des courriels des Wellington, et même des enregistrements où il admettait avoir fabriqué de fausses preuves. La différence, poursuivit Marcus, c'est que cette fois-ci, j'étais préparée. Suzanne tenta de se lever. Je dois partir. Restez, je vous en prie, dit Marcus avec un sourire mesuré. Le docteur Carmen Martinez souhaite vous dire quelque chose. L'écran changea, une femme hispanique apparut, assise dans un cabinet médical. Bonsoir, mesdames. Je suis le docteur Martinez. Je confirme que le docteur Thompson est non seulement l'un des professionnels les plus brillants que j'ai rencontrés, mais également l'un des plus intègres. Les accusations de Boston étaient entièrement fabriquées. Nous disposons de preuves irréfutables. Elle ajouta. Et je peux aussi certifier que les progrès de la petite Sophia sous sa supervision sont exceptionnels. En 3 semaines, il a accompli ce que des équipes de spécialistes n'ont pas réussi en plusieurs mois. Victoria retrouva finalement la parole, la voix brisée par la panique. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas nous humilier ainsi. Humilier ? Répéta Marcus, levant un sourcil. Je n'ai exposé que des faits. L'humiliation découle de vos propres actes. Diana prit la parole. Victoria, tu as appelé 6 membres du conseil d'administration pour répandre des mensonges. Tu as insinué auprès des mères de l'école que je mettais Sophia en danger. Et tu as même prévenu le concierge de l'immeuble que Marcus devait être surveillé. Chaque accusation était illustrée par une preuve projetée à l'écran. Patricia tenta une ultime défense. Mais ce n'est qu'un employé. Le docteur Martinez éclata de rire à travers l'écran. Le docteur Thompson a publié plus d'une dizaine d'articles scientifiques, travaillé comme consultant pour l'OMS sur les traumatismes infantiles, et refusé des postes à Stanford et Yale pour soutenir des familles défavorisées à Boston. Marcus sortit un dernier document. Et maintenant, mesdames, nous avons une décision à prendre. Je peux engager des poursuites pour diffamation, harcèlement et discrimination raciale. Les dommages causés à ma réputation se chiffrent en centaines de milliers de dollars. La terreur qui envahit les yeux des 4 femmes aurait pu remplir la pièce. Leur époux, leur statut social, leurs entreprises, tout pouvait être anéanti par un scandale lié à la discrimination raciale. Ou bien, poursuivit Marcus d'un ton posé, vous pouvez mettre votre influence au service de quelque chose d'utile pour la première fois de votre existence. Diana esquissa un sourire. Marcus va ouvrir un centre de prise en charge pour enfants traumatisés à Manhattan. Un lieu où chaque enfant, quelle que soit la situation financière de sa famille, pourra bénéficier d'un traitement de haute qualité. Vous allez financer intégralement ce centre, ajouta Marcus, et vous utiliserez vos réseaux sociaux pour défendre l'inclusion et l'égalité raciale. Considérez cela comme une forme de réparation. Victoria tenta de protester, mais Margaret la fit taire d'un simple regard. Toutes comprenaient qu'elle n'avait plus aucune marge de manœuvre. Combien faut-il ? Demanda Suzanne, résignée. 2 millions pour commencer, répondit Diana avec désinvolture. Chacune verse 500 000 $. C'est moins que ce que vous dépensez en sacs de luxe chaque année. Pendant que les 4 femmes signaient leur chèque d'une main tremblante, Marcus rangea tranquillement ses dossiers. Ah, et mesdames. Aujourd'hui, Sophia m'a demandé si je pouvais devenir son professeur attitré. J'ai accepté. Nous aurons donc l'occasion de nous revoir fréquemment dans les années à venir. Le dîner se conclut avec les 4 figures les plus influentes de Manhattan s'éloignant en silence vers leur voiture, écrasées non seulement par l'humiliation, mais aussi par la certitude d'avoir été écrasées par un homme qu'elles avaient méprisé de façon grotesque. Cette leçon, elles ne l'oublieraient jamais. Mais une question restait suspendue lorsque Victoria monta dans sa Mercedes, tremblante de fureur. Cette humiliation publique suffirait-elle à détruire l'empire d'arrogance qu'elle avait bâti pendant des décennies ? Ou Marcus avait-il encore d'autres cartes prêtes à être révélées pour lui rappeler le prix de son mépris envers un homme noir brillant ? 6 mois plus tard, le centre Marcus Thompson pour la thérapie infantile avancée occupait désormais 3 étages d'un élégant immeuble de l'Upper East Side. Le nom, gravé en lettres dorées, était impossible à manquer pour quiconque passait devant. Sophia courait dans les couloirs, rayonnante,
saluant les enfants qui arrivaient pour leur séance. La même petite fille qui avait terrorisé d'anciennes nounous était désormais l'ambassadrice officieuse du centre, aidant les enfants traumatisés à se sentir accueillis. Dr Thompson, dit Diana en observant la ville depuis son bureau, nous avons ajouté 10 enfants sur la liste d'attente aujourd'hui. Des familles de 5 États différents veulent amener leurs petits ici. Marcus sourit, vêtu de sa blouse marquée de l'emblème de la Harvard Medical School. Et chacun ne paie que ce qu'il peut réellement assumer. Pas un centime de plus. Le système tarifaire qu'il avait créé était novateur. Les familles aisées payaient davantage, finançant ainsi intégralement les soins des familles modestes. Victoria et ses amis n'avaient pas seulement financé le centre. Leur nom apparaissait désormais publiquement en tant que mécène fondatrice d'un projet d'inclusion sociale. L'ironie était savoureuse. Ces femmes qui avaient tenté de briser Marcus en s'appuyant sur des préjugés raciaux étaient maintenant célébrées comme des championnes de l'égalité, contraintes d'afficher un sourire lors d'événements caritatifs où Marcus était applaudi comme un héros. 3 semaines plus tôt, The New York Times avait publié un article en première page. Le concierge qui a révolutionné la thérapie infantile à Manhattan. La photo montrait Marcus dans son cabinet, Sophia à ses côtés, tous deux souriants. L'article retraçait son parcours, de Harvard à l'ouverture du centre, en saluant le soutien de la haute société au projet. Victoria l'avait lu 5 fois. Chaque phrase était une gifle à son orgueil. Pire encore, ses amis du club commençaient à l'éviter, murmurant qu'elle avait manqué de discernement et failli provoquer un scandale racial désastreux. « Tu as vu ? Patricia a annulé son déjeuner de charité », avait commenté Margaret avec une pointe de malice lors de la dernière réunion mondaine. On dit qu'elle préfère s'éloigner de certaines attitudes. Le rejet social auquel Victoria faisait face était discret, mais ravageur. Les invitations prestigieuses ne venaient plus. Les places VIP au gala étaient attribuées sans qu'on pense à elle. Ses opinions étaient poliment ignorées. Marcus, au contraire, était devenu une figure incontournable dans le monde médical. 3 universités lui avaient proposé une chaire permanente. L'American Psychological Association l'avait nommé innovateur de l'année. Sa méthode était étudiée dans 12 pays. Un dimanche après-midi, alors qu'il marchait dans Central Park, Sophia prit la main de Marcus. « Tu seras toujours mon thérapeute quand je serai grande », demanda-t-elle. « Chaque fois que tu en auras besoin, princesse », répondit-il. « Mais je pense que bientôt, ce sera toi qui aideras d'autres enfants, exactement comme tu m'as aidé. » Diana observait leur complicité, toujours émerveillée par cette transformation. Sophia n'avait pas seulement surmonté son traumatisme. Elle était devenue une enfant empathique, courageuse et plus résiliente que bien des petits qui n'avaient jamais vécu d'épreuves.